Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Actuel Média. Très ravi de vous retrouver dans ce numéro de l'invité spécial. Celui que nous avons aujourd'hui s'appelle Egonti Béanzin. Il est panafricaniste, non moins porte-parole de la Ligue de défense noire africaine. Avec lui, nous allons parler de son combat, de son arrestation et également de sa présence sur le sol africain, plus particulièrement le Mali. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Monsieur Béanzin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Très bien, et vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Nous sommes sur le plateau de l'Actuel Média. Oui. Actuellement, on est en direct sur Facebook. Avant de rentrer dans l'émission, aux salutations à l'endroit de tous ceux qui nous regardent actuellement partout dans le monde. Salutations fraternelles et patriotiques au peuple malien et africain depuis Bamako. Ok, merci beaucoup. Oui. Monsieur Béanzin, Oui. pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Mon parcours, écoutez, je suis porte-parole, leader, fondateur de la Ligue de défense noire africaine, un mouvement de défense contre la négrophobie, ce que les gens appellent le racisme anti-noir, que nous appelons la négrophobie, contre la politique impérialiste et le néocolonialisme, et nous faisons des actions sociales et humanitaires. Donc c'est ça, c'était même la question qui allait venir tout de suite, de nous parler un peu de la Ligue de défense noire africaine. La Ligue de défense noire africaine a pour but de défendre les droits des afro-descendants et africains au niveau de la diaspora et sur le continent africain. L'objectif, nous défendons vraiment la dignité, l'honneur du peuple noir, pas seulement de l'Afrique, parce que les Noirs ne se trouvent pas forcément qu'en Afrique, mais au-delà de l'Afrique, un peu partout dans le monde. Voilà, nous sommes présents partout, hein, donc on doit se défendre partout. Voilà l'objectif de notre mouvement. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette ligue? Ce qui m'a motivé à lancer, à créer notre mouvement, c'est par rapport aux injustices qui s'accumulaient que je regardais, parce que vous savez, je réside en France. Je suis arrivé en France quasiment majeur. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Et en France, il y a beaucoup d'injustices que subissent les Africains, les afro-descendants. Et personne personne ne cherche à prendre leur défense. Le peu d'organismes qu'il y a, ce sont des organisations qui sont un peu qui ont un programme lié à l'assimilation, vous comprenez, ça veut dire au déracinement de l'homme noir, de l'homme africain. En gros, quand on est africain en France, on ne doit pas revendiquer sa culture afro. Il faut revendiquer le fait seulement d'être français, d'être gaulois. Donc quand on arrive à faire croire à des afro-descendants, à des Africains, à des Noirs qu'ils sont gaulois et que ça fonctionne, pour moi c'est très dangereux. C'est à cause de tout ça que nous avons décidé de lancer notre mouvement et amener notre vision, notre façon aussi de voir les choses et ne pas toujours suivre les organismes financés et infiltrés par l'État français qui est là pour prôner une politique jacobine pour effacer l'identité noire. Donc si je comprends bien, l'objectif principal c'est de libérer l'Afrique? L'objectif principal c'est de libérer l'Afrique, mais surtout libérer le peuple noir à travers le monde. Donc comment expliquer aujourd'hui aux jeunes Africains que l'Afrique n'est pas jusqu'à présent libre? L'Afrique n'est pas libre tout simplement parce que la plupart des pays dont nous sommes issus ne se sont pas battus. Il n'y a pas eu des révolutions comme en Haïti, au Venezuela et d'autres pays pour obtenir l'indépendance. Vous comprenez, c'est une illusion. On nous a donné l'indépendance en disant tenez, vous êtes indépendants, mais tout en contrôlant le système de nos pays. Donc l'Afrique n'est pas libre. C'est pour ça que ça a fait polémique quand j'ai osé le dire la dernière fois que nous sommes partis rendre hommage à Amadou Djokoroni, c'est ça, Djokoroni, au cimetière, et je disais que l'Afrique, les pays africains sont des camps de concentration d'Auschwitz à ciel ouvert pour la France. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un camp de concentration pour la France. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui explique votre présence sur le sol africain, plus précisément au Mali? Ma présence est tout simple. Nous les panafricanistes, nous, les révolutionnaires, nous estimons et nous pensons que le Mali est le pays où cette révolution panafricaine
partira pour libérer l'Afrique. C'est-à-dire, le Mali est, on va dire, un laboratoire du panafricanisme. Et si nous arrivons, nous réussissons cette révolution, ce changement en ce moment au Mali, il faut comprendre que ça va suivre le reste des pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Gabon, le Cameroun. Il va se passer quelque chose. Et donc, nous devons concentrer notre force autour du Mali pour déclencher cette révolution panafricaine qui balayera tout sur son passage pour libérer le continent africain des mains de cette bourgeoisie impérialiste française. Ok, donc si je comprends bien, après le Mali, vous allez aller dans d'autres pays africains pour mener le même combat? Oui, parce que la Ligue de défense noire africaine, nous avons lancé un mouvement, c'est-à-dire le mouvement, la fédération des mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Et nous l'avons lancé avant que je n'arrive ici. L'objectif, c'est de rassembler toutes les forces vives, les mouvements panafricains qui existent au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour créer une fédération qui pourra maintenant faire face et peser au niveau des décisions politiques face à ces organes dirigés par des pantins comme la CEDEAO et l'Union africaine. L'objectif, c'est de créer zone par zone l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, pour ensuite créer un État fédéral. Vous comprenez, une organisation qui rassemblera et pour unir l'Afrique autour d'un État fédéral. Ok, comment comptez-vous gagner ce combat? Pour gagner ce combat, il faudra surtout sensibiliser la population, pas seulement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que depuis que je suis au Mali, je parcours le Mali, je vais à la rencontre des jeunes dans les ghettos, dans les quartiers populaires, dans les endroits isolés. Parce que beaucoup de panafricains misent aujourd'hui sur le populisme. Beaucoup sont dans le populisme, pensent que le fait d'avoir 1 million de followers sur Internet ou de remplir des salles, c'est ça qui fera libérer l'Afrique. Mais on a tendance à oublier ces coins reculés où les gens n'ont pas les réseaux sociaux, qu'on abandonne. C'est ces personnes qu'il faut aller chercher maintenant pour essayer de transmettre ce réveil qui aujourd'hui se propage un peu partout et créer le lien, articuler le lien entre la capitale et ces coins, ces villages et ces coins reculés dans nos pays en Afrique. Donc d'après ce que vous venez de dire, si je comprends bien, nous avons des faux révolutionnaires parmi nous en Afrique? Ben bien sûr que partout, il y avait des faux prophètes. Pourquoi n'y aurait-il pas des faux révolutionnaires? Donc oui, c'est partout. C'est comme des faux politiciens. Et ça existe partout. Ok, aujourd'hui en Afrique, on voit quand quelqu'un se lève pour mener la révolution, oui. Généralement les gens les suivent. Comment faire pour détecter ces personnes-là? Voilà, pour détecter ces personnes, il suffit juste de voir ce que proposent ces personnes. Est-ce que c'est concrètement un programme pour sortir l'Africain de la soumission? Parce que le problème n'est pas seulement lié à la politique française, il y a aussi des Africains qui sont complices de cela. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, l'Africain, nous les Africains, nous aimons le populisme, vous comprenez, nous aimons le populisme, le show. Voilà, c'est comme les artistes quand ça remplit des salles, parce que pour l'Africain, plus il y a du monde qui te suit, ça veut dire que tu es dans la vérité. Mais nous savons en Afrique qu'il y a des pasteurs qui disent qu'ils ont des pouvoirs, qui remplissent des salles, qui disent qu'ils ont des pouvoirs de ressusciter des morts. Donc ce n'est pas forcément vrai, mais on y croit. Donc aujourd'hui, il ne faut pas forcément suivre ceux qui sont dans le populisme, ceux qui drainent la masse. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu ne draines pas la masse, l'Africain pense que tu n'es pas dans le vrai. Moi, je suis ceux qui ne drainent pas la masse parce que je sais que c'est eux qui sont dans le vrai. Quand l'ennemi, les personnes que nous combattons ne sont pas d'accord avec toi, c'est parce que tu es dans le vrai. Quand ils sont d'accord avec le programme que tu alignes, c'est parce que tu n'es pas dans le vrai, parce que ça les arrange. Donc moi, je me méfie. Ok, c'est compris. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, nous allons nous atteler sur la libération de l'Afrique. Oui. L'Afrique n'est pas libre sur quel plan et quel plan? Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas libre sur le plan politique, économique et social. Okay. Plan politique,
développer un pays, plan économique, développer un pays. Bah, vous voyez, j'ai ramené, ça tombe bien parce que c'est une exclusivité pour vous. Vous serez les premiers à en bénéficier. Ça, c'est ce que nous avons remis au CNSP parce qu'on a été reçu au CNSP et nous avons proposé une transition panafricaine, si je peux me permettre, je montre ça aux caméras. D'ailleurs, vous voyez, ça a été signé par le CNSP. Et ce que nous proposons sur le plan, par exemple, économique, c'est très simple. Voilà, sur le plan économique, on explique que il faut, par exemple, la suppression des tarifs douaniers pour les jeunes africains et les mamans africaines dans toutes les frontières maliennes. Vous comprenez, la promotion et soutien des entrepreneurs et des moyens entreprises issues du génie local. C'est-à-dire il faut miser sur la création locale et la création des entreprises panafricaines privilégiant les échanges entre Africains et promotion des produits africains. Vous voyez, ça veut dire que on doit maintenant développer une économie par nous, pour nous. Voilà. Il ne faut plus se baser sur l'économie des Occidentaux. On ne peut pas faire du copier-coller. On ne peut pas vouloir aujourd'hui aller prendre ce que font les Occidentaux ou en Europe et venir le coller en Afrique. C'est différent. C'est deux mondes complètement opposés. Donc, voilà ce que nous proposons. C'est-à-dire il faut miser, il faut miser sur la production locale et sur des produits sur le patriotisme. Voilà. Donc si je comprends bien, la contribution de la Ligue de défense noire africaine pour un Mali nouveau. Oui, c'est ce que nous avons proposé. Après, on est rentré dans les détails pour le Mali nouveau et nous avons remis tout cela au CNSP qui en a pris en compte et qui était très ravi aussi de... Parlant de l'économie, parlons de l'éco actuellement. Que pensez-vous de l'éco? Vous savez, l'éco n'est que le visage, l'éco et le franc CFA sont deux visages d'une même pièce. Hein. C'est pas, il n'y a rien qui change entre le franc CFA et l'éco. Donc, il faut arrêter cette monnaie. Mais contrairement aux autres, nous, la Ligue de défense noire africaine, ce que nous proposons est très clair et simple. Parce que vous savez, on ne peut pas se lever d'un jour, claquer les doigts et dire on veut l'arrêt du franc CFA ou de l'éco. C'est des monnaies qui sont utilisées depuis des générations. Nous demandons l'arrêt, nous demandons l'abandon de sortir du franc CFA, de l'éco, mais il faut aussi proposer un processus. Alors, par quelle monnaie remplacer le franc CFA? Moi, j'attends beaucoup de panafricanistes crier, beaucoup de mouvements crier, oui, la fin du franc CFA, de l'éco, mais aucun de ces mouvements, aucun de ces panafricanistes-là n'ont fait des études pour proposer une autre monnaie pour remplacer la monnaie éco. C'est bien beau d'aller sur les plateaux télé et dire on veut la fin de la monnaie éco. Mais que proposez-vous pour remplacer la monnaie éco? Telle est la question. Voilà, donc il faut consulter la population africaine, la jeunesse africaine, mettre un référendum si possible en place, un référendum peut-être même si l'État ne le met pas en place, mais nous les mouvements, nous les activistes, nous les panafricains, on peut lancer un référendum où la jeunesse peut venir voter et ensuite choisir le nom, quelle monnaie, et là on pourra maintenant dire voilà, nous demandons de quitter l'éco, mais sur un processus de 5 ans. Le temps de travailler le remplacement de la monnaie éco. Vous comprenez? Okay, donc c'est la proposition que vous faites. C'est la proposition que, voilà, c'est ça. Pensez-vous pas que c'est une question pour les spécialistes quand on parle de l'économie? Oui, mais bien sûr, c'est pour les spécialistes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un expert en économie. Je ne viendrai pas ici prendre la place d'un expert en économie. Chacun son domaine, chacun son terrain. C'est pour ça que je dis qu'il faut consulter tout le monde. Il faut consulter ces personnes. Parmi les jeunes, la jeunesse africaine aujourd'hui consciente et engagée, il y a des économistes, il y a des personnes qui savent comment travailler autour de ça. Mais malheureusement, il y a des personnes qui s'emparent, qui prennent ce sujet et limite on oublie qu'ils ne sont pas spécialisés de ce sujet et tout le monde croit que voilà, ça va se passer comme ça. Non, il faut revoir la façon de réclamer la fin de la monnaie éco et du franc CFA et proposer du sérieux à la population. Parce qu'aujourd'hui, le problème numéro 1 en Afrique, soyons sûrs, vous le savez, je le sais, ce n'est pas forcément la monnaie éco qui cause problème aux Africains.
D'accord? Il y a plus grave que la monnaie éco. Donc il faut aussi parler de tout ça et mettre les problèmes sur la table. Okay. Donc si je comprends bien, ce qui a été proposé aujourd'hui par les leaders africains au niveau de l'éco, c'est-à-dire que les leaders de l'UEMOA, oui. c'est-à-dire que cette proposition n'arrange pas les Africains, c'est ça? Ça n'arrange pas du tout les Africains. Okay. Ça n'arrange pas du tout les Africains. Ça arrange encore une fois l'économie de la France d'ailleurs, qui s'inquiète que si la monnaie éco est déménagée, la fabrication est déménagée de la France, il y aura beaucoup de chômage au niveau de la ville où c'est fabriqué. Donc ils sont en train de batailler pour maintenir la fabrication en France pour pouvoir encore donner du travail à la population française. Encore une fois, la fabrication de cette monnaie ne profite pas du tout à la population africaine, que ce soit en termes de création d'emplois, etc. Mais ça profite encore aux Français. Donc il faut déménager tout ça. On doit fabriquer notre monnaie en Afrique, dans nos pays. On ne peut pas utiliser des monnaies qui sont fabriquées dans un autre pays. Okay, c'est le combat dont vous êtes engagé, donc vous allez mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Écoutez, oui, pas de victoire sans combat. Donc si on veut des victoires, il faut faire le combat. Ok, c'est compris. Bon, vous avez soutenu le mouvement M5 au Mali. M5 oui. Qui est un mouvement qui était là pour chasser le président du pouvoir. Vous avez soutenu le mouvement. Oui. Pourtant, l'objectif du mouvement, ce n'était pas pour chasser, par exemple, les troupes françaises. Mais vous avez quand même soutenu le mouvement. C'était quel l'objectif? L'objectif, pour nous, c'était de faire partir Ibeka. Pour nous, donc, c'était normal, c'est un devoir de leader de soutenir ce mouvement qui demandait le départ de Ibeka. Mais maintenant que Ibeka est parti, on doit s'occuper des marionnettistes. La marionnette est partie. On ne peut pas laisser les marionnettistes parce que finalement, autant laisser Ibeka si nous ne sommes pas capables de chasser les marionnettistes qui sont la France et ses alliés. Donc c'est pour ça que je dis au mouvement M5 que le travail n'est pas terminé. C'est pour ça que je dis à l'imam Djiko, si je peux me permettre là de l'envoyer un message, parce que j'ai cru comprendre qu'il disait que son travail est terminé, qu'il retournait à la mosquée. Moi je lui dis, avec tout le respect que j'ai pour lui, que son travail n'est pas terminé tant qu'on ne chassera pas la France, la politique française du Mali. Ok. On a assisté à votre arrestation le 17 septembre, si j'ai la bonne mémoire, 2020. Oui. Qu'est-ce qui a provoqué cette arrestation? Ce qui a provoqué cette arrestation, parce que nous sommes partis à l'ambassade de France pour dénoncer la présence de ces bases militaires, pour dénoncer la politique impérialiste française, ces multinationales qui pillent nos pays, l'exploitation et la répression de l'État français envers le peuple africain. Donc nous sommes partis là-bas avec un drapeau et j'ai tenté de brûler ce drapeau pour dénoncer surtout la mort de ces deux Maliens qui ont été tués récemment, encore une fois, par l'armée française. Parce que, vous savez, en Europe, l'armée française ne tue jamais les Français ni les Européens par erreur. Mais l'armée française tue toujours au Mali et en Afrique par erreur. D'ailleurs, le Mali est le pays où l'accord 9 entre la France et le Mali stipule que l'armée française peut tuer comme bon le semble au Mali, et ne sera pas poursuivi ni demandé de donner 1 euro aux familles. C'est à l'État malien de réparer les crimes que fait l'armée française au Mali. Vous voyez, c'est ça l'injustice que moi je dénonce. Et ça doit nous révolter. Tout Malien qui a une conscience politique doit se sentir révolté. Trouvez-vous normal que l'armée française peut venir tuer au Mali et les familles, ceux qui sont tués, n'ont pas le droit de demander des dédommagements ou réparations à l'armée française, mais c'est l'armée, l'État malien qui doit le faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc c'est pour ça que nous sommes partis là-bas. Malheureusement, vous savez, il reste encore un peu les résidus de l'ancien régime de Ibeka qui sont encore placés parce qu'il n'y a pas encore eu de remaniement depuis que Ibeka est parti. Donc sur demande de l'État français, c'est l'État français, l'ambassade, via l'ambassadeur de France à Bamako, ils ont demandé que je sois arrêté, ils ont voulu que je sois poursuivi, mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, nous avons des patriotes un peu partout, que ce soit dans la magistrature, dans les policiers. Donc ça fait que je suis ressorti sans être poursuivi. Au contraire, le procureur nous a dit que c'était sa part de contribution, sa part du patriotisme dans la lutte contre l'impérialisme que nous menons, de nous laisser rentrer chez nous. Okay. Savez-vous pourquoi vous avez été arrêté
Parce que ce que vous avez fait était illégal ou... Non, pas du tout. Ce n'est pas illégal parce que, vous savez, j'ai pris le temps avec nos avocats, nos juristes, de bien regarder la constitution malienne. Dans la constitution malienne, aucunement c'est écrit que quand on brûle un drapeau français au Mali, on doit être poursuivi. Il n'existe même pas de loi pour ça. Vous comprenez, qui poursuit les citoyens qui brûlent le drapeau français ou qui dénoncent la politique impérialiste de la France. Par contre, dans la constitution, il existe des lois pour punir les troubles à l'ordre public. Vous comprenez? Donc on a été, le procureur nous a parlé que la prochaine fois, il faut demander la permission, l'autorisation de manifester, chose que nous, on ne savait pas. Il y a eu un appel à manifester, on était au courant et nous sommes partis. En voulant brûler ce drapeau de la France, quel message vouliez-vous passer? Le message que je passe à l'État français et à ce Macron-Napoléon, comme je l'appelle, hein, Macron, je le surnomme le Napoléon, le nouveau Napoléon français, c'est pour lui dire que si l'État français et Macron s'entêtent à ne pas écouter la colère de la population africaine, de la jeunesse africaine, alors l'Afrique deviendra le nouveau Vietnam de l'armée française. Parce qu'à un moment, il faudra se battre concrètement pour libérer nos terres. Et donc, il faut qu'ils comprennent que l'Afrique et le Mali deviendra le nouveau Vietnam de l'armée française. Okay. Parlons de l'armée française sur le sol africain. Que pensez-vous de cette présence en Afrique, de la présence de l'armée française en Afrique? La présence de l'armée française en Afrique, moi, c'est quelque chose qui me sidère. Vous comprenez, je suis très sidéré parce que moi, je n'ai jamais vu un camp militaire de l'armée malienne en France ou en Europe. Pourquoi l'armée française se trouve en Afrique? Moi, j'ai rencontré des acteurs, des personnes qui sont au cœur du système de la politique malienne. Et ce que j'ai pu comprendre, de base, la France est partie faire un forcing à l'ONU pour faire voter des résolutions pour dire qu'ils viendront lutter contre les terroristes au Mali. La dernière fois, quand j'étais pendant les journées de concertation, je disais, si l'armée française, l'objectif de l'armée française au Mali, c'est de lutter contre les terroristes, le Qatar est le pays qui finance les terroristes. Pourquoi la France n'envoie pas l'armée française au Qatar? Ils disent, selon eux, ce n'est pas moi, c'est leur terme, lutter au Mali contre l'islamisme. C'est-à-dire, eux, ils quittent la France, où les terroristes quittent la Belgique pour venir se faire exploser en France. La France n'envoie pas son armée en Belgique, mais on prend son armée et l'envoie à 5000 km de la France, au nord du Mali, là où se trouvent les ressources dont la France a besoin pour vivre, prétendant lutter contre l'islamisme, le terrorisme. Alors, moi je dis, si la France est au Mali pour lutter contre les terroristes, pourquoi la France, l'armée française, ne laisse pas l'armée malienne les accompagner lors de ses missions pour tuer ces terroristes? Pourquoi la France, l'armée française, ne forme pas l'armée malienne pour permettre à l'armée malienne de reprendre le contrôle au nord du Mali? Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas du tout le cas. Et je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. L'armée française, l'État français interdit aux militaires maliens d'aller au nord du Mali. Vous savez ce qui s'est passé? Je veux vous dire la vérité. L'armée française, quand ils sont venus s'installer au Mali, je vous ai préparé, aujourd'hui vous allez savoir la vérité si je n'ai pas oublié ce papier, parce que j'ai pris le temps de bien noter ces révélations dessus. Je sais qu'après ça, peut-être ils viendront me chercher chez moi, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais déjà le retour, ce qui va se passer. Bon, c'est pour dire que, bon, je ne retrouve pas le papier. Pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent, l'armée française, quand ils sont arrivés au Mali, ils ont prétendu lutter contre les terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis créer une rébellion de Touaregs minoritaires. Il faut comprendre que ces Touaregs sont minoritaires. Ce n'est pas la totalité des Touaregs qui veulent la division du Mali. Moi, j'ai rencontré des Touaregs qui luttent pour l'unité du Mali. Alors, la France, en créant ces trois rébellions, c'est-à-dire les Touaregs, les Arabes et les personnes, les locaux, d'accord? Il y a trois cas maintenant au nord du Mali. En créant cela pour déstabiliser le Mali, ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie, voyant que l'armée française est venue s'installer au nord du Mali, pas loin de l'Algérie,
l'État algérien a décidé à son tour de créer, d'accord, un groupe affilié à l'Algérie, c'est-à-dire des Arabes sortis de l'Algérie pour contrer les terroristes que la France, que l'État français est parti créer au nord du Mali. Ça, la France ne s'attendait pas de voir l'Algérie créer aussi à son tour un groupe de terroristes pour combattre les terroristes que la France a créés au nord du Mali.